Hafid Boutaleb, bonjour. Bonjour, et merci pour Merci. l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Surtout, je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et aujourd'hui, on va essayer de comprendre si réellement une fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie est envisageable. On le sait, il y a eu des pourparlers, des discussions à Miami ce week-end entre les délégations ukrainiennes et américaines. Kiev paraît plutôt positif. Elle parle d'échanges productifs et constructifs. Il y a aussi une sorte de plan révisé en 20 points qui a été proposé pour mettre fin à la guerre avec certaines garanties de sécurité. Mais en parallèle, on a Moscou qui, elle, indique ne pas être encore prête à accepter certaines propositions issues de ces pourparlers. Donc, en somme, que valent ces discussions s'il n'y a pas encore, on va dire, d'alignement sur ce projet qui a été discuté ce week-end? C'est vrai qu'il semble très difficile de mettre sur la même table russe et ukrainien. Le contentieux étant arrivé à un tel niveau et la haine, malheureusement, fait qu'aujourd'hui, il est très difficile de les voir tous les deux discuter. Mais oui, il y a eu cette réunion, mais il n'y a pas vraiment eu de réunion tripartite. C'est à Miami, il y a eu des rencontres entre Américains et Ukrainiens d'une part, et entre Américains et Russes d'autre part. Et c'est les Américains qui essaient de rapprocher les deux positions. Seulement, on sent véritablement que de part et d'autre, les griefs restent vivaces. Les Russes, d'une part, essayent de, disons-le, détourner un peu les négociations vers des sujets qui leur semblent plus importants, comme Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui parle de produire un document pour assurer que la Russie n'attaquera jamais l'Union européenne. Donc vous voyez comment la philosophie russe, pour le moment, ne s'articule pas directement vers le cœur du problème. Et à entendre le président Volodymyr Zelensky, les priorités ne sont pas aujourd'hui vers la résolution directe du conflit. Donc, de part et d'autre, nous n'avons pas un son de cloche qui confirme que ces négociations vont vers véritablement un cessez-le-feu préalable à une paix durable. Au contraire, on a l'impression qu'il s'agit d'essayer de raccommoder de part et d'autre et d'essayer de négocier sur des sujets connexes et pas sur le cœur de la question qui est donc effectivement le cessez-le-feu et la paix durable en Ukraine. Et d'ailleurs, vous avez parlé justement de l'Europe. On sent que l'Europe, finalement, n'est peut-être plus dans le lead de ces négociations. On sent que les États-Unis, vraiment, s'affichent comme leader dans ces négociations. Et dernièrement, on a cru comprendre que Emmanuel Macron voulait remettre l'Europe au cœur de ces négociations. Il a même parlé éventuellement d'une sorte de dialogue à reprendre avec Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, n'ont pas échangé depuis 2022. Donc, est-ce que un échange avec Moscou, entretenu via Paris, peut peut-être débloquer ces points de blocage, disons? Alors, l'Union européenne était intervenue dans cette phase à Genève hein, pour dénoncer ce plan qui avait été rédigé entre Kirill Dmitriev et Steve Witkoff, l'envoyé personnel du président des États-Unis, qui était un plan en 28 points que l'Union européenne et Kiev, d'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes, avaient dénoncé comme étant un alignement total de Washington sur Moscou, vous vous en souvenez, et vous l'avez vous-même dit en début, aujourd'hui, c'est un plan en 20 points qui est en train d'être négocié et qui aurait l'aval, plutôt un aval positif de la part de Kiev. Et donc les Européens, finalement, pour revenir à votre question, sont aujourd'hui, s'ils ne sont pas spectateurs, ils sont partis. Hein, ils ne peuvent plus jouer ce rôle que les Américains ont aujourd'hui, ils ont pu se tailler depuis le départ donc de Joe Biden, de l'ancien président américain de la Maison Blanche, et de l'arrivée de Donald Trump qui a donné à l'Amérique ce statut d'une certaine manière, d'une certaine neutralité, lui conférant ce droit de pouvoir tenir ces discussions. Or, les Européens
trop occupés à accuser effectivement la Russie d'intention de vouloir envahir l'Europe de l'Ouest, qui semble réellement irrationnel en fonction de la réalité démographique, militaire, économique de la Russie. La Russie n'a aucun moyen de pouvoir aller au-delà de là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'Est de l'Ukraine, mais trop occupés dans cette cabale, d'une certaine manière, ciblant directement le Kremlin. Les Européens se sont déconnectés de toutes les possibilités de pouvoir jouer le rôle d'intermédiaire. Cela étant, en soutenant l'Ukraine, aujourd'hui, l'Europe n'est plus, il n'y a plus que l'Europe véritablement pour soutenir Kiev dans ses volontés d'indépendance, que l'on peut comprendre, puisque l'Ukraine est quand même agressée par cette invasion qui est une violation de la Charte des Nations Unies. Et donc, c'est normal que l'Ukraine cherche une aide et les Européens s'alignent sur l'Ukraine. Seulement, ils n'ont pas ménagé, comme vous l'avez dit, la dernière entre Macron et Vladimir Poutine, les derniers échanges, ça remonte à quand même 3 ans pour la puissance nucléaire de l'Union européenne et la Russie. Cela semble pas normal. Il aurait dû y avoir plusieurs échanges et on a vu comment la position française a oscillé entre une certaine bienveillance vis-à-vis de Vladimir Poutine au début de la guerre, pour ensuite inverser complètement la posture et être dans une agression, voire aller même jusqu'à menacer d'un déplacement militaire, de déplacer des militaires, des hommes armés sur le terrain, et une déclaration récemment du chef d'état-major français qui demande aux mères françaises d'accepter le décès de leurs propres enfants, ce qui a semblé être une déclaration sortie du XXe siècle et pas pour le XXIe siècle. Et puis aujourd'hui, la France revient pour essayer de jouer ce rôle d'intermédiaire. Donc, c'est vraiment une position de yo-yo. On sent que les Européens ne savent pas sur quel pied danser parce qu'ils n'ont pas toutes les informations entre les mains. Et on sent qu'aujourd'hui, c'est surtout à Miami que ça se passe, entre Roustem Omirov, qui est l'envoyé du président Zelensky, Steve Witkoff, l'envoyé du président américain Donald Trump, et Kirill Dmitriev, qui est l'envoyé de Vladimir Poutine. Alors, vous avez parlé d'invasion qui semble aujourd'hui impossible à mener par la Russie vis-à-vis de l'Europe, mais pourtant, on a quand même des discours qui nous disent qu'il y a une guerre qui est aux portes de l'Europe. D'ailleurs, il y a quelques jours, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a aussi lancé un avertissement fort aux citoyens européens. Il a dit, je cite, « Nous devons nous préparer à l'ampleur de la guerre que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont connue. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. » Et il considère que l'économie russe aujourd'hui, qui est tournée vers la guerre, peut être en capacité de défier même l'OTAN d'ici 5 ans. Donc pourquoi est-ce qu'il a fait cette déclaration? Est-ce qu'il faut la prendre au pied de la lettre? Est-ce que c'est un message d'alerte, de dissuasion? C'est une manière de préparer l'opinion européenne? Pourquoi est-ce qu'on gonfle ces discours alarmants par rapport à cette guerre imminente? Eh bien, je vais vous dire d'abord le récit selon lequel la Russie n'affronterait qu'une petite Ukraine affaiblie ne reflète pas véritablement la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain depuis février 2022, date de cette invasion russe, eh bien, c'est que la Russie fait face à l'OTAN tout entier, notamment pendant les 2 premières années, et la Russie et les États-Unis continuent à livrer malgré le changement d'administration à Washington. Donc la Russie fait face à véritablement une armée occidentale très entraînée, très bien équipée, notamment depuis 2014. Depuis cette escalade en 2014 au niveau de la Crimée, l'armée ukrainienne n'est plus la même. C'est une armée otanienne carrément, quasiment. C'est seulement sur le papier que cela manque. Donc les Européens, eux, savent ça. Et malgré que le récit officiel des médias soit différent. Et donc les états-majors militaires des armées européennes savent la prouesse qu'a été pour la Russie d'avancer et de progresser autant sur le territoire ukrainien. Rappelons que la Russie occupe presque 20% du territoire ukrainien. Et ce qui a aussi constitué une surprise pour les Européens, c'est la résilience de l'industrie russe, puisque cette guerre, pour pouvoir la tenir sur 4 ans, sur un front qui est de 1200 kilomètres de long, hein, c'est très long, 1200 kilomètres de front, eh bien, il a fallu toute cette industrie pour pouvoir alimenter ce front, pour pouvoir équiper ses militaires. Et c'est une industrie russe qui a pu tenir ce cap. Et cela démontre que les sanctions
déployés par Bruxelles, mais aussi par Washington, n'ont pas fonctionné. L'économie russe a progressé, continue de progresser. Aujourd'hui, le PIB russe est un des principaux PIB du G20, avec 2500 milliards de dollars. Il n'est pas une des plus importantes économies du monde, très loin de là, mais ça reste un PIB important qui a connu une croissance de 20% depuis le début de la guerre. Vous imaginez, donc on est très loin du récit que véhiculent les médias européens. Très honnêtement, les Russes eux-mêmes ont effectivement plusieurs arguments en leur faveur qui font qu'ils ne semblent pas être en faiblesse aujourd'hui, en décembre 2025, et que la Russie peut toujours tenir cette guerre pendant plusieurs mois, ce qui explique cette appréhension, cette peur panique chez les dirigeants européens, mais c'est une peur panique qui est irrationnelle, puisqu'il y a d'autres facteurs, comme je vous l'ai dit, le facteur démographique et même le facteur économique qui démontrent quasiment à précision scientifique que les Russes n'ont aucun moyen, on ne parle pas d'intention, on parle de moyens pour pouvoir aller plus loin que là où ils sont, ce qui devrait mener logiquement les Européens à aller vers un terrain de négociation et trouver un terrain d'entente avec la Russie au lieu d'aller sur ce discours d'escalade malheureux qui ne fait qu'accroître le sentiment de russophobie dans le continent. Et rappelons que quand même c'est un continent européen dans lequel la composante russe est importante. Elle représente 150 millions d'habitants et il faut quand même, pour pouvoir construire une paix durable sur le continent, sur ce petit continent qui est le continent européen, il faut trouver un terrain d'entente entre l'Union européenne et Moscou et pour le moment, ça semble encore loin. Et en parlant de finances et justement de la position européenne, il y a un sujet qui est aussi extrêmement sensible, c'est le gel des avoirs russes en Europe. C'est un total de 210 milliards d'euros. 185 milliards sont aujourd'hui en Belgique et le fait de les geler pour les donner à l'Ukraine n'a pas été approuvé par l'Union européenne parce que justement, la Belgique a bloqué cette décision. Donc, est-ce que finalement, le problème majeur de l'Europe, c'est qu'il y a des dissonances en interne et peut-être des intérêts divergents, notamment sur cette question du gel des avoirs russes? Alors, d'une certaine manière, ça montre, comme vous avez parlé de dissonance, justement l'état des relations inter-européennes. La Belgique refuse ce transfert des fonds gelés russes vers l'Ukraine parce qu'elle ne fait pas confiance aux autres pays européens de pouvoir s'associer à elle et supporter collégialement les conséquences d'une action en justice sur les instances judiciaires internationales de la part de la Russie. C'est-à-dire que si demain la Russie venait attaquer la Belgique, il y a de très fortes chances que la Russie gagne au regard des instances internationales, du droit international. Et donc la Belgique ne fait pas confiance aux autres pays européens de pouvoir collégialement supporter les conséquences d'une victoire judiciaire russe. Donc ça démontre un peu ce dont vous parlez, la dissonance. Là, ce n'est pas qu'une question d'intérêts divergents, mais c'est juste l'état du dialogue inter-européen. La confiance entre dirigeants européens, entre pays européens n'est pas aujourd'hui à son meilleur état. Et par conséquent, parler d'escalade militaire dans une telle cacophonie n'est pas véritablement souhaité ni le bienvenu. C'est surprenant de la part de Mark Rutte, qui a été quand même Premier ministre hollandais pendant 14 ans et qui a une idée du sens de l'État et de la raison d'État. Et donc, conséquemment, aujourd'hui, effectivement, on sent une tension à l'intérieur de l'Europe, de l'incapacité de l'Europe à pouvoir tendre la main vers Moscou. Je crois que si Bruxelles venait à tendre la main vers Moscou, la situation pourrait s'améliorer, à condition effectivement que les Russes puissent aussi s'infléchir sur leur position concernant les possessions territoriales dans l'Est ukrainien. Merci beaucoup, Hafid Bottal. Merci infiniment pour toutes ces précisions sur cette situation qui s'embourbe, disons-le. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.